Merci. Donc on va passer à la présentation suivante. Cette fois-ci, il s'agit des chiaries secondaires. Oui. Et secondaires à une maladie de la méninge. Bonjour à tous. Merci en effet à l'ensemble de la filière pour l'invitation. Ça a passé la première diapo avant que je revienne en arrière. Ok. Donc ça fait très bien le lien avec la communication précédente. Moi, je suis neurochirurgien adulte. Et chez l'adulte aussi, on voit entre guillemets des caries apparaître. Mais vous allez voir qu'ils apparaissent en général secondaires à une pathologie, en particulier des méninges, c'est-à-dire de l'enveloppe de la moelle épinière, et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc on l'a dit, une malformation de carie, c'est le fait que vous ayez les amygdales cérébelleuses, donc cette partie-là ici du cervelet qui est sous cette limite-là, qui est la ligne de la base du crâne, qu'on appelle parfois la ligne de Macré. Et on considère, à tort ou à raison, que en général, si les amygdales cérébelleuses sont basses, c'est parce que c'est pas que le cervelet est trop grand, c'est que l'os, en particulier l'os occipital, est trop petit. Alors après, est-ce qu'il est trop petit à la naissance ou est-ce qu'il est trop petit à 5 ans? Ça, c'est une autre discussion. Mais la plupart du temps, on considère quand même que c'est quelque chose de malformatif, donc de pas évolutif. Et chez cette patiente de 32 ans qui a été prise en charge chez un autre centre et qui consultait pour des maux de tête qui étaient à la fois impulsifs, mais aussi au changement de position, en particulier lorsqu'elle avait des positions debout prolongées, elle avait donc cette malformation de carie, puisque à partir du moment où vous avez les amygdales cérébelleuses basses, on pose le diagnostic positif sans préjuger de la cause de malformation de carie. Donc mon collègue qui l'a pris en charge, logiquement, a dit, là, comme vous voyez en plus ici, une petite syringomyélite, donc cavité de liquide dans la moelle avec une myélopathie sous-jacente. Donc il a dit, elle a une malformation de carie, elle a une syringomyélie, elle a des symptômes, donc je l'opère. Donc il a fait une décompression ostéodurale de la jonction crânio-vertébrale. Comme vous voyez ici en post-op, elle a une méningocèle, c'est-à-dire du liquide au niveau de la fosse postérieure qui a nécessité une reprise chirurgicale et elle pose une dérivation. On sait que parfois ça arrive, même si c'est peut-être favorisé par le fait que c'était pas tout à fait une malformation de carie standard. Et ils se rendent compte en fait au cours du suivi. Donc vous voyez qu'ici il a plutôt un bon résultat finalement sur, en tout cas anatomique, sur sa jonction crânio-vertébrale, mais la patiente continue d'avoir des maux de tête, en particulier des maux de tête à la position debout prolongé. Vous voyez ici sur l'IRM quelque chose qui n'avait pas forcément été bien vu, mais qui était déjà visible en pré-op et que vous voyez ici mieux en coupe axiale. C'est ce que nous on a appelé un dédoublement dural avec du liquide cérébrospinal, donc le blanc qui s'introduit probablement à travers un défect de ces enveloppes, de ces méninges spinales, dans les différents feuillets de la dure mère spinale. Cette dissection interdurale, qui parfois est appelée collection épidurale ou SLEC pour un acronyme anglais, en fait occasionne une fuite de liquide cérébrospinal en permanence et aboutit finalement à une hypotension intracrânienne. Ça veut dire que en fait, il y a une perte de liquide et donc la pression dans le crâne est, si vous voulez, en permanence plus basse qu'au niveau de la moelle et donc le crâne est entre guillemets aspiré, enfin le contenu vers le foramen magnum. Et vous voyez qu'en fait, cette patiente qui avait par ailleurs un petit méningiome et des vertiges avait eu une IRM en 2021 qui montrait pas vraiment de malformation de carie. Et on voit ici qu'en 2023, non seulement la syringomélie est apparue, mais la forme des extrémités des tonsilles cérébelleux s'est modifiée et elles sont entre guillemets descendues. Et l'espace de liquide qui est sous les tonsilles, qu'on appelle la grande citerne, a diminué aussi. Et donc finalement, en fait, cette patiente, elle a eu un complément. Alors là, du coup, c'est vous qui devez me lancer voilà. Un complément d'exploration pour rechercher ce petit trou. Et vous voyez ici le liquide, c'est du produit de contraste qu'on injecte au niveau du bas du dos, on met le patient sur le ventre. Et au fur et à mesure qu'il va diffuser, vous voyez ici, il est passé dans cette dissection durale, donc ça s'appelle une myélographie. Et on peut le compléter par ce qu'on appelle un myéloscanner qui permet d'objectiver que le point de chinte, le point de fuite ici, du liquide, c'est au niveau d'un petit diverticule radiculaire. Donc il y a un petit trou dans lequel passe le liquide cérébrospinal et qui occasionne l'hypotension intracrânienne. Et donc, finalement, le traitement de, entre guillemets, son carie, c'est pas une décompression au niveau de la jonction crânio-vertébrale, c'est une fermeture de ce défect dural qui occasionne une fuite continue du liquide cérébrospinal et une hypotension intracrânienne. Hop. Donc en fait, le syndrome d'hypotension intracrânienne, c'est pas quelque chose de très rare en réalité. Ça commence à être assez bien décrit. Ce sur quoi on a pas mal progressé, c'est sur la standardisation du diagnostic à la fois clinique et radiologique.
Donc ça touche plus souvent les femmes. Il y a parfois, et on va voir peut-être un aspect un peu traumatique avec un effort de poussée ou un effort physique qui déclenche la céphalée orthostatique. Ce qui est intéressant surtout, c'est que souvent on dit les patients qui ont mal debout mais qui ont pas mal allongé, comme après une péridurale quand vous avez un syndrome post-PL, ce sont des céphalées orthostatiques. En réalité, vous voyez qu'il y a 59% à peu près des patients qui ont réellement des céphalées orthostatiques, mais 40% des patients n'ont pas du tout ces céphalées orthostatiques et pourtant ont authentiquement une hypotension intracrânienne. Donc ça ne suffit pas pour éliminer le diagnostic d'hypotension intracrânienne. Et puis surtout, il y a toute une corde de symptômes qui peuvent être associés, qui peuvent aller de la sensation de malaise à la photophobie, la phonophobie, les acouphènes, etc. Ce qui est surtout frappant quand on commence à avoir un peu des patients avec des hypotensions intracrâniennes en consultation, c'est qu'il y a un retentissement fonctionnel qui est majeur. Et vous voyez ici, dans cette étude, il y avait 24% des patients qui wish to be dead. C'est-à-dire que ce sont des pathologies qui ont les patients qui ont des malformations de carie, ils ont des céphalées impulsives, donc quand ils font un effort, quand ils rigolent, quand ils toussent, ils ont mal à la tête de façon très paroxystique. Alors c'est très désagréable et il y a un gros impact sur la qualité de vie. Mais les patients qui ont des céphalées en lien avec une hypotension intracrânienne, en fait, ils ont mal dès qu'ils se mettent debout, ou même parfois au changement de position, sans forcément se mettre debout, ils ont des maux de tête en permanence et c'est extrêmement délétère pour leur qualité de vie. Et il y a des signes, puisqu'on parle essentiellement de radiologie aujourd'hui, qui doivent, au niveau de l'IRM cérébral, nous mettre sur la piste d'une hypotension intracrânienne et donc faire rechercher ce défect dural par lequel fuit le liquide cérébrospinal. Il y a même un score qui s'appelle le score de Berne, parce que c'est une équipe suisse. Et vous voyez ici, il y a 6 critères, on ne va pas forcément revenir dessus, mais qui ensemble sont prédictifs des chances de trouver le défect sur l'IRM spinal. Et donc vous voyez, je vais après revenir sur la distinction avec les malformations de carie, mais il y a parmi ces différents signes, certains signes qu'on connaît tous bien, qui est en gros l'engorgement des sinus. Il y a d'autres signes qu'on connaît moins bien. Par exemple ici, c'est ce qu'on appelle la distance mamillo-pontique, qui va être diminuée chez les patients qui ont une hypotension intracrânienne. Et vous voyez qu'en fait, vous avez ici un patient qui a une malformation de carie, entre guillemets, de type 1, c'est-à-dire liée à une fosse postérieure trop petite, et à côté, un patient qui a une malformation de carie, c'est-à-dire en gros juste une descente tonsillaire, probablement qu'il ne faut pas l'appeler carie, ou malformation de carie, ou maladie de carie, mais en tout cas qu'il y a une descente tonsillaire qui est secondaire à l'hypotension intracrânienne. Et vous voyez que dans les deux cas, vous avez des tonsilles qui sont situés sous la base du crâne, mais que le reste de l'image est très différent. Et il y a pas mal d'autres critères radiologiques que je ne vais pas détailler parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais qui nous permettent de faire la distinction entre ces caries, on va dire, malformatifs, et ces caries acquis, secondaires à une pathologie des méninges spinales en particulier. Alors on parle d'hypotension intracrânienne, donc une bonne façon de vérifier, ça serait de mesurer la pression dans le crâne. Alors c'est pas un peu invasif de mettre un capteur de pression intracrânienne, donc ce qu'on fait parfois c'est la mesure de pression, la mesure d'ouverture quand on fait une ponction lombaire. En réalité c'est un mauvais indicateur, vous voyez ici. Là, chez des patients qui avaient ou qui n'avaient pas une fuite, vous avez finalement pas une grande uniformité de la pression d'ouverture. On ne peut pas dire que si vous avez une pression d'ouverture basse, ça veut dire que vous avez une fuite, parce que probablement, d'abord, on prend les pressions chez des patients qui sont allongés, que c'est variable, etc. Simplement pour vous dire que même au niveau des, on va dire, des guidelines, le fait que la céphalée ne soit pas orthostatique n'élimine pas le syndrome d'hypotension intracrânienne. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc là, je vous ai montré un cas où vous aviez une sorte de petit diverticule radiculaire à travers lequel fuitait le liquide cérébrospinal, mais en fait, il peut y avoir d'autres types de brèches. Je vais vous montrer maintenant d'autres cas. Il peut y avoir des brèches antérieures, parfois en rapport avec un ostéophyte, c'est-à-dire un petit bout d'os qui déchire la durmère et à travers lequel, du coup, s'engouffre le liquide cérébrospinal. Il peut y avoir des fuites dans les plexus veineux périradiculaires, on appelle ça une fissule sous-arachnoïdo ou sous-duro-veineuse, vous en avez peut-être entendu parler. Enfin, il peut y avoir des fuites d'origine iatrogène, que ce soit à la suite d'une chirurgie ou lorsque on met des drains.
Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous avez un tableau radiologique au niveau cérébral d'hypotension intracrânienne avec les critères que je vous ai montrés là, il faut vraiment s'acharner à trouver le point de fuite du liquide cérébrospinal. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a différents types de défects duraux, latéraux, antérieurs, veineux. Et donc, il faut les explorer avec des méthodes d'imagerie un peu innovantes, en particulier avec ce qu'on appelle un myéloscanner dynamique. Donc le principe, c'est vous faites une ponction lombaire, vous allez pouvoir injecter du produit de contraste en petite quantité. Vous mettez le patient, si vous cherchez par exemple une brèche antérieure, vous le mettez sur le ventre, dans le scanner, avec la tête en bas, et vous allez faire des acquisitions répétées avec le scanner pour voir le produit de contraste progresser à la face ventrale du sac dural jusqu'au moment où il va passer, par exemple ici, dans le dédoublement dural, et vous savez où se trouve votre fuite comme ça. On peut faire la même chose pour les fistules duro-veineuses ou sous-arachnoïdo-veineuses, mais cette fois-ci, du coup, le passage le plus souvent, il est au niveau d'une arachnoïde ocelle, c'est-à-dire d'un contact entre l'arachnoïde et les veines périradiculaires, et donc il faut mettre les patients en décubitus latéral. Souvent, on fait un côté puis l'autre sur 2 jours, et vous voyez le liquide, le produit de contraste que vous injectez, passer sur le côté, puis à un moment, il va passer dans le diverticule que vous voyez ici, puis du diverticule vers la veine périradiculaire. Donc là, je vous ai mis une petite synthèse. Donc la première chose, c'est la clinique, mais encore une fois, le classique, c'est la céphalée orthostatique, mais je vous ai dit, ça élimine pas forcément l'hypotension intracrânienne si elle n'est pas orthostatique. En fait, ce qui doit vraiment nous mettre sur la piste, c'est l'IRM cérébral, qui va montrer des signes d'hypotension intracrânienne indépendamment de la descente tonsillaire, c'est-à-dire l'engorgement veineux, la prise de contraste méningé, le décollement sous-dural, la diminution de l'espace mamillopontique, la diminution de la citerne prépontique. Enfin, il y a plein de signes qui vont ensemble. Vous demandez l'IRM au niveau spinal et vous regardez s'il y a ce dédoublement dural autour de la moelle épinière. En général, vous ne voyez pas le trou, vous voyez simplement la dissection, c'est-à-dire la collection liquidienne interdurale antérieure, et vous complétez avec le myéloscanner ou la myélographie que je vous ai montré tout à l'heure pour rechercher où se trouve le trou. Et après, se pose la question de prendre la prise en charge des patients, du traitement. Donc, si vous savez où se trouve le trou, ben la prise en charge la plus logique, ça serait d'aller fermer le trou. Parfois, on a du mal à savoir où se trouve le trou. Parfois, les patients ne souhaitent pas forcément se faire opérer, ou parfois, avant d'arriver chez le chirurgien, ils ont fait 4 fois le tour des neurologues. Et donc, j'espère qu'il n'y a pas de neurologue dans la salle. Et donc, ils passent parfois par une étape de blood patch. Donc, le blood patch, c'est comme pour les syndromes post-PL au décours d'un accouchement. Le principe, c'est de mettre du sang du patient dans l'espace épidural de façon à augmenter la pression et à colmater veineuse épidurale et à colmater de façon transitoire la brèche en espérant qu'elle cicatrise pendant qu'elle est colmatée. Sauf que si le défect il est sur un feuillet interne de la dure mère, il y a peu de chances qu'elle se colmate en augmentant simplement de façon locale la pression veineuse épidurale. Et si la dissection elle est étendue sur ce qui est en général le cas, sur l'ensemble de la moelle épinière, en injectant même en lombaire, ou même parfois on peut faire des injections ciblées, on imagine mal les feuillets se réaccoler de façon pérenne sur l'ensemble de la longueur. Mais bon. L'autre, donc là il y a un petit algorithme, on ne va pas trop revenir dessus. En gros, il conseille quand même globalement, comme c'est pas très invasif, de faire éventuellement un voire un deuxième blood patch ciblé si jamais vous n'avez pas de brèche bien identifiée. Et puis si vous avez un défect identifié, d'aller à la chirurgie. Je vous montre rapidement quelques cas, parce que ce qui est intéressant, c'est que ces dissections durales, c'est-à-dire ces défects, ces trous dans la dure mère dans lesquels passe du liquide cérébrospinal, peuvent donner des syndromes d'hypotension intracrânienne, c'est la patiente que je vous ai montré tout à l'heure, mais peuvent aussi se manifester avec d'autres formes cliniques. Une forme clinique était un peu méconnue, c'est l'amyotrophie brachiale. Donc ça, c'est un patient de 37 ans qui en fait consulte pour des pertes de force au niveau des membres supérieurs proximales, avec une atteinte périphérique motrice pure, une collection liquidienne, alors vous ne voyez pas forcément très bien, mais avec ici le dédoublement dural, que
vous voyez ici mieux en coupe axiale, le myéloscanner, le trou. Alors, je ne sais pas si je peux passer du coup la vidéo. On va essayer de passer un peu rapidement, je vous montrerai après une autre vidéo. Donc ça, c'est la moelle épinière, et vous voyez ici le trou, d'accord, qui est antérieur à la moelle épinière. Vous voyez que c'est un défect qui est en fait relativement large, et devant, il y a encore en fait une sorte de membrane blanche qui est, à mon sens, encore de la dure-mère, un feuillet externe de dure-mère. Donc la chirurgie, ça consiste à remplir le trou avec de la graisse ou de la colle, et puis après, c'est rare qu'on puisse faire une suture directe du défect, et donc à mettre éventuellement soit un tacocyle, soit un neuropatch, c'est-à-dire un petit matériel synthétique pour faire en sorte que le liquide ne passe plus. Une autre forme qui était un peu aussi méconnue, mais qui en fait a la même cause que l'hypotension intracrânienne, c'est la sidérose superficielle. On pense que lorsqu'il y a une dissection comme ça des feuillets duraux, il y a des sortes de petits saignements itératifs permanents qui, au fur et à mesure de la dissection des feuillets, qui en fait occasionnent la circulation de dépôts d'hémosidérine, donc c'est les produits de dégradation de l'hémoglobine dans le liquide cérébrospinal, qui ont tendance à se déposer en particulier au niveau de la fosse postérieure et à faire ces hyposignales dans une certaine séquence qu'on appelle les côtes gradients. Et ça, c'est délétère pour le cerveau de façon générale et les nerfs crâniens en particulier. Ça aboutit à des atteintes des percaniennes, notamment des surdités et des troubles cognitifs avec parfois des vraies démences liées à des sidéroses. C'est un patient que j'ai opéré il n'y a pas longtemps, 51 ans. Il a essentiellement des symptômes en rapport avec ses paires crâniennes. Sur l'IRM, vous voyez ici le dédoublement dural que vous revoyez ici. Le myéloscanner, vous voyez très très bien ici le passage du liquide. Là, c'est l'espace sous-arachnoïdien sous-dural. Et là, c'est l'espace entre guillemets épidural ou interdural antérieur. Et donc, comme pour le... Là, on va peut-être passer un peu, parce que je pense qu'elle dure 2-3 minutes, la vidéo. Vous pouvez avancer un petit peu sur le... Hop. Je ne peux pas avancer. Et ben, tant pis, vous ne verrez pas, il y avait un trou. Okay. Comme pour le patient d'avant. Mais ce qui était intéressant, qu'il y avait le petit ostéophyte dans le trou qu'on pouvait retirer. Non, il faut passer comme ça. Bon, tant pis. Ok. Bon, bah tant pis. Bon, il faudra me croire sur parole. Donc, il y avait un petit ostéophyte dans le trou, et donc on enlève l'ostéophyte et on peut fermer le trou un peu de façon analogue à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le dédoublement dural, une fois que vous avez fermé le trou, il disparaît. Ok, donc on avait publié ces 3 formes de dissection durale. Il y a la myotrophie brachiale, il y a la sidérose superficielle et il y a l'hypotension intracrânienne, qui était le premier cas que je vous ai montré. Et puis entre-temps, en fait, comme chaque fois, quand on a l'impression de voir quelque chose, on le voit partout. Et donc, chez ce patient de 41 ans, qui a en fait initialement une présentation sous forme de sous-duro spontané, avec la dissection durale, donc on dit bon bah il a une hypotension intracrânienne et donc il a un défect dural. Mais finalement à l'époque, donc c'était en 2005, peut-être que les choses étaient moins connues, il avait été pris en charge par un autre centre, mais je pense qu'on n'aurait peut-être pas fait le diagnostic non plus à Bicêtre. Et donc en fait il a été suivi parce qu'on s'est dit il a une dissection durale, mais il n'a pas de symptômes, il a été opéré de ses sous-duraux, et puis il a été suivi de façon régulière avec des IRM. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur les IRM successives la moelle épinière progressivement s'invaginer dans le défect dural, et ça s'appelle une hernie médulaire transdurale. Lorsque vous tapez hernie médulaire transdurale, ce qui sort c'est idiopathique, c'est-à-dire que le nom c'est hernie médulaire transdurale idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas la cause de ces hernies médulaires transdurales. Et vous voyez ici au fur et à mesure la moelle qui rentre dans le trou qu'on voyait déjà dès le début. Et comme la moelle est attirée dans le trou, elle est tractée, il y a une myélopathie, et les patients s'aggravent, finalement finissent par être opérés. C'est M. Parker qui l'avait opéré d'ailleurs. Et la chirurgie, ça consiste à désincarcérer la moelle, à mettre, comme pour l'autre patient, un petit patch pour éviter qu'elle ne retombe dans le trou. Et ce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ici, la collection liquidienne antérieure, elle réapparaît une fois qu'on a fermé le trou. Et donc la physiopathologie, probablement que c'est un hernie médulaire transdurale, elle est commune avec celle des hypotensions intracrâniennes, c'est-à-dire qu'il y a un défect dural, spontané ou traumatique, ou on ne sait pas trop, dans lequel passe du liquide ou la moelle épinière, ce qui fait que ces patients, parfois, ils peuvent se présenter sur un versant plutôt hypotension intracrânienne ou plutôt myélopathie, et la chirurgie, en fait, est la même, c'est-à-dire elle a pour objectif de fermer le trou, et lorsqu'il y a une hernie, de désincarcérer la moelle au préalable.
Je termine avec ce dernier cas de entre guillemets, malformation de Chiari secondaire ou acquis. On a parlé des dissections durales qui se manifestaient par une hypotension intracrânienne, par une amyotrophie brachiale, par une hernie médulaire transdurale. Et je vous ai dit, il y a d'autres types de fuites de liquide, en particulier vers les veines, donc ça s'appelle une fistule duroveineuse. Cette patiente, elle a 45 ans, elle est suivie depuis plusieurs années pour une malformation de Chiari, que vous voyez ici en 2018. Et donc là, maintenant que vous avez l'œil, vous vous dites quand même, elle n'a pas une malformation de Chiari standard, cette patiente. Elle a certes une descente tonsillaire, mais elle a ici un aplatissement du pont. Elle a quasiment plus de distance mamillopontique. Elle a ici ça c'est le corps calleux, c'est censé être au-dessus de la tente ici du cervelet, donc elle a un engagement diencéphalique. Enfin bref, elle a plein de signes qui nous disent qu'elle avait une hypotension. Mais comme c'est pas très fréquent et qu'il y a beaucoup de centres où on n'a pas trop l'habitude, elle a été opérée comme une malformation de Chiari, c'est-à-dire qu'elle a une décompression de la jonction crânio-vertébrale, et donc forcément, en fait, elle a continué de s'aggraver. Et vous voyez ici son ventricule latéral qui, au fur et à mesure, descend dans sa fosse postérieure, avec une patiente qui, d'année en année, s'aggrave sur le plan neurologique. Elle n'a pas le dédoublement dural, mais vous voyez qu'en fait, elle avait une sorte de malformation vasculaire métamérique ici, avec plein de vaisseaux para-rachidiens, des diverticules, là, et probablement ici un passage de liquide cérébrospinal, du diverticule, vers la veine. Cette patiente, elle habite à Nantes, elle n'a pas voulu pour l'instant être embolisée, donc elle a été renvoyée vers sa chirurgienne nantaise. Je ne sais pas finalement si elle a fini par être traitée ou pas. Bon, je vais peut-être terminer. J'avais combien de temps? Il me reste 35 secondes. Je vais terminer alors juste avec ce cas-là. Je vous ai montré des cas d'hypotension intracrânienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi des chiaris secondaires à une hypertension intracrânienne. Donc en gros, soit il n'y a pas assez de pression dans le crâne, les tonsilles descendent, entre guillemets, soit il y a trop de pression dans le crâne et ça pousse les tonsilles vers le bas. C'est une patiente que j'ai opérée il y a 1 an ou 2, avec une IRM qui était une IRM pour moi au départ de malformation de Chiari, avec des tonsilles qui étaient basses, une myélopathie. Alors on peut dire que la présentation elle est un peu surprenante parce que c'est une myélopathie en fait assez rapidement évolutive, avec, vous voyez ici, une sorte de cavitation, la formation d'une syringomyélie en l'espace d'1 an, même pas de 6 mois. Et bon, elle a été prise en charge en neurologie, et moi, devant cette image-là, je l'avais considéré, à tort, vous avez bien compris, que c'était une malformation de Chiari, et donc il fallait faire une décompression ostéodurale. En fait, il y a quelques signes qui auraient dû me mettre sur la piste. Vous voyez ici, par exemple, qu'elle a une arachnoïde d'ocelle céllaire, ça veut dire qu'elle avait en fait une hypertension intracrânienne. Je vais passer la vidéo. Donc elle a été opérée, la syringomyélie a disparu, et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, cette patiente, vous voyez ici, elle a une sténose intrinsèque du sinus latéral droit. Et elle avait d'autres signes d'hypertension intracrânienne. En particulier, elle n'avait pas ramené, quand j'avais vu en consultation en pré-op, mais elle avait un fond d'œil qui montrait déjà un œdème papillaire préopératoire. Et donc, elle a eu finalement ce qu'on appelle un stent, c'est-à-dire un dispositif pour faire recirculer le sang au niveau du sinus latéral, ce qui a permis de faire régresser son œdème papillaire. Voilà. Ça, c'était un dernier cas pour vous montrer que globalement, parfois, on ne sait pas si c'est une hyper ou une hypotension intracrânienne. Cette patiente, en 2021, elle a une IRM qui est entre guillemets normale. En 2024, vous voyez qu'elle a une descente tonsillaire qui est apparue. Elle a des signes d'hypotension intracrânienne qui sont apparus ici. Donc, on avait considéré qu'elle avait une hypotension intracrânienne. En plus, elle avait des diverticules radiculaires. Sauf qu'en fait, quand on regarde bien avec les neuroradiologues l'IRM, sur l'IRM cérébrale, elle a des signes plutôt d'hypertension intracrânienne, avec une dilatation de la gaine des nerfs optiques, des arachnoïdes d'ocelle au niveau des nerfs oculomoteurs, et elle a une sténose intrinsèque au niveau du sinus latéral droit. Et en plus, elle a des gradients qui sont un petit peu modifiés, mais pas suffisamment pour expliquer la descente tonsillaire. Donc vous avez compris que c'est pas simple, il y a des signes d'hyper, des signes d'hypotension intracrânienne. Il y a des gens qui essayent de faire des algorithmes aidés par l'intelligence artificielle en mettant différents critères pour essayer d'avoir une aide au diagnostic. Le message que je voulais vous faire passer, c'est que toutes les malformations de Chiari ne sont pas des malformations de Chiari. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une descente tonsillaire sans forcément qu'il y ait une petite fosse postérieure. Vous pouvez avoir des hypotensions intracrâniennes qui donnent des descentes tonsillaires. Vous pouvez avoir des hypertensions intracrâniennes qui donnent des descentes tonsillaires. Et donc, avant de dire qu'il faut décomprimer la jonction crânio-vertébrale,
il faut vraiment se poser la question, de l'anamnèse. Est-ce qu'il y a des imageries antérieures? Est-ce qu'il y a des céphalées qui sont un peu différentes? Est-ce qu'il y a des signes d'hypotension intracrânienne sur l'IRM ou des signes d'hypertension intracrânienne? Et si on suspecte une hypotension intracrânienne, il faut rechercher la brèche au niveau spinal, en particulier avec un myéloscanner dynamique. Merci.